Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, début de la thermodynamique avec un chapitre qui va nous permettre de mettre en place des définitions qui vont nous servir tout au long de cette partie du programme par la suite. Donc c'est une partie du programme qui va se découper en 4 chapitres et qui va en gros nous donner des outils qui vont permettre d'étudier les échanges d'énergie entre différents systèmes sous forme de travail ou de chaleur et aussi d'orienter ces échanges d'énergie dans leur sens naturel. Donc pour cela, on va avoir besoin, dans un premier temps, déjà de savoir ce qu'est un système, comment on le définit en thermodynamique, comment on le modélise, parce que on est sur des systèmes qui vont être en général plus complexes que les systèmes croisés en mécanique, où finalement, assez souvent, on a soit un solide indéformable, soit un point matériel. Ici, les systèmes dits thermodynamiques, c'est des systèmes qui vont avoir une certaine taille, qui vont contenir un certain nombre d'entités, ce qui va nous permettre de définir de manière propre une température, une pression. Donc des grandeurs finalement thermodynamiques. Alors, pour décrire un système thermodynamique, première chose dont on a besoin, c'est déjà les différentes échelles de description de la matière. Donc, il existe trois échelles principales de description de la matière. L'échelle macroscopique, l'échelle qui est perceptible par l'être humain. L'échelle microscopique, donc l'échelle finalement on peut dire des atomes, euh, donc l'échelle pour laquelle on peut dénombrer les entités une par une presque. Et l'échelle mésoscopique, qui est une échelle infiniment petite par rapport à l'échelle macroscopique. Donc ici, si à notre échelle on considère qu'on peut percevoir des distances de l'ordre du centimètre, l'échelle intermédiaire, mésoscopique, infiniment petite, va être à plus de 3 ordres de grandeur en dessous encore, donc on aura des distances de l'ordre du micromètre. Mais cette échelle sera aussi très très grande, devant les grandeurs perceptibles à l'échelle microscopique. La taille d'un atome, 10-9 mètres. Donc en gros, si on veut 3 ordres de grandeur, on va passer à 10-6 mètres. Donc vous voyez, la taille la plus petite perceptible à l'échelle macroscopique, à notre échelle, c'est en gros le millimètre. La taille perceptible à l'échelle microscopique, c'est un nanomètre, et entre les deux, on a l'échelle mésoscopique, l'échelle du micromètre. Et dans cette échelle-là, eh bien, on va avoir la matière qui semble continue comme à l'échelle macroscopique, comme à notre échelle, et non pas discrète comme à l'échelle microscopique. Et on va avoir un nombre d'entités suffisant, finalement, pour pouvoir calculer des moyennes. Donc ici, bon, je vais parler rapidement des trois échelles. Donc l'échelle macroscopique, c'est l'échelle que l'être humain peut percevoir. La matière semble continue. Les ordres de grandeur de nombre d'entités, c'est une mole en gros. Donc ici, on va avoir un nombre d'entités qui est à, on va dire, 10 puissance 23 entités. Et les volumes, c'est 1 mètre cube. Ou pour les plus petits, on va dire 1 millimètre cube. Pour les volumes les plus petits que l'on peut percevoir à notre échelle. Les volumes, on va dire, qui resteront tangibles. L'échelle microscopique, elle, c'est l'échelle de l'infiniment petit. Donc ici, la matière paraît discrète. Qu'est-ce que ça veut dire? On va détecter un noyau, les électrons qui se promènent autour du noyau. Donc la matière, on va dire par exemple ce crayon qui semble continu à l'échelle macroscopique, si on plonge au cœur de la matière, on va voir des interstices entre les différents atomes qui constituent le crayon. Donc là, la matière paraît discrète, c'est-à-dire qu'on a des endroits où la matière est présente, des endroits où la matière est absente. Le nombre d'entités est de l'ordre de 1, et les volumes, donc, c'est de l'ordre du nanomètre cube. Et puis sur l'échelle intermédiaire mésoscopique, donc là la matière paraît continue, le nombre d'entités est largement plus petit que la constante d'Avogadro, donc on a 10 puissance 7 entités, et les volumes perceptibles sont de l'ordre du micromètre cube. Donc ici, l'idée, c'est que l'échelle mésoscopique va être telle que la distance caractéristique de cette échelle est très grande devant la distance caractéristique de l'échelle microscopique. Donc là, on sait qu'on a affaire à des distances de l'ordre de 10-9 mètres. Alors c'est rigolo, on appelle échelle microscopique une échelle qui, en réalité, serait plutôt une échelle nanoscopique. Et ici, les distances perceptibles à notre échelle, à l'échelle dite macroscopique, bien là, c'est de l'ordre de 10-3 mètres ou plus.
Donc l'échelle mésoscopique, on voit bien que la distance caractéristique, ce sera 10 moins 6 mètres. 3 ordres de grandeur sous l'échelle macroscopique, 3 ordres de grandeur au-dessus de l'échelle microscopique. Alors, un petit exemple pour essayer eh bien, d'appréhender un petit peu les échelles. On va essayer de compter le nombre de molécules dans 1 mm3 d'air. Alors on va prendre de l'air à pression et température ambiante. Donc la pression ambiante, c'est P0 qui vaudra 1 bar, autrement dit 10 puissance 5 pascal. Et la température, T, vaudra 25 degrés Celsius, autrement dit 298 Kelvin. Donc si on veut le nombre de molécules, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser pour modéliser l'air la loi des gaz parfaits, donc vu en chimie en début d'année, qui nous dit que P0 fois le volume vaut la quantité de matière fois R fois T. Or, on sait que la quantité de matière, c'est le nombre d'entités sur la constante d'Avogadro. Donc ici, on va finir par obtenir que le nombre d'entités, grand N, va valoir P0V sur RT fois la constante d'Avogadro. Donc là, on va dénombrer le nombre d'entités dans 1 mm3 d'air pour voir à quel type d'échelle on a affaire. Et là, qu'est-ce qu'on va constater? Eh bien, on va constater que l'application numérique nous donne un nombre d'entités qui vaudra 10 puissance 5 fois, alors 1 mm3, donc 1 mm fois 1 mm fois 1 mm, 10 moins 9 mètres cubes. On rappelle la conversion de volume, hein. Un volume, c'est un produit de 3 longueurs. Donc quand on dit 1 mm3, c'est 1 mm élevé au cube. Donc on fait le produit de 10-3 mètres fois 10-3 mètres fois 10-3 mètres. Et donc ici, eh bien on va obtenir on va dire 43, avec 3 chiffres significatifs, fois 10 puissance 16 molécules. Donc vous voyez, dans 1 mm3 d'air, donc c'est un volume tout petit à notre échelle, hein, eh bien on va déjà avoir 10 puissance 16 molécules. Et donc pour effectuer le comptage des molécules, on a vu ici qu'on a utilisé le nombre d'Avogadro, donc la mole. La mole, c'est le paquet adapté au comptage de molécules quand on se place à une échelle tangible pour l'être humain. D'accord? L'échelle intéressante pour les œufs ou pour les crêpes, si on est en Bretagne, c'est la douzaine. Hein. Donc ici, la mole est aux molécules comptées à l'échelle macroscopique, ce que les crêpes, enfin ce que la douzaine est aux crêpes. Tout simplement. Donc, on va avoir ici le paquet adapté qui a une taille de 6,02 fois 10 puissance 23. Donc une mole contient 6,02 10 puissance 23 molécules. Donc la constante d'Avogadro qui définit la taille du paquet est à 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Et la définition, donc, c'est qu'on a le nombre d'atomes de carbone 12 dans 12 grammes de carbone 12. Tout simplement. Donc le carbone 12 étant l'isotope, on va préciser ça aussi, étant l'isotope du carbone, présentant 12 nucléons pour 6 protons. Donc finalement, on peut dire l'isotope équilibré, où on a autant de neutrons que de protons dans le noyau. Alors, ici, donc on sait que globalement, dans les conditions normales de température et de pression, on va croiser 3 états de la matière. On sait qu'il y a l'état de plasma qui va se rajouter, en changeant un petit peu les conditions de température et de pression, mais dans les conditions que l'on est habitué à croiser, eh bien, on va croiser l'état solide, l'état liquide ou l'état gazeux. Et ce qui va différencier les 3 états, eh bien, c'est relativement simple, c'est le libre parcours moyen, c'est-à-dire la distance qui sera parcourue par une entité entre 2 chocs consécutifs qu'elle va subir. Donc pour un solide, les entités sont collées les unes aux autres, et les interactions microscopiques sont suffisantes pour figer les positions relatives d'une entité par rapport à une autre. Donc ici, ce qui va finir par se passer, au fait, au sein des solides, c'est qu'on va avoir des entités donc, qui sont fixes les unes par rapport aux autres à l'échelle microscopique. Donc si un solide doit bouger, il va bouger en bloc. Donc un solide a un volume propre et une forme propre. Donc un solide, on sait qu'il va être condensé,
qui va être ordonné s'il est cristallin, ou désordonné s'il est vitreux. Donc les solides cristallins, on les a étudiés en chimie. Les solides vitreux, c'est un cas un peu spécifique, où on imagine qu'on a un liquide, donc désordonné, avec un mouvement microscopique aléatoire, et d'un coup, on fige l'état de ce liquide, sans laisser le temps aux entités de s'organiser les unes par rapport aux autres. Eh bien, à ce moment-là, on va figer les positions relatives, mais on ne va pas créer d'ordre à grande distance dans ce solide. Le deuxième état de la matière, qui est aussi un état condensé, c'est l'état liquide. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Les interactions microscopiques sont suffisantes pour fixer la distance entre deux entités, mais ne sont pas suffisantes pour figer les positions relatives des entités. Donc, à l'état liquide, un corps aura un volume propre, à peu de choses près. Sur Terre, donc quand on soumet le liquide au champ de pesanteur, on aura une surface libre horizontale, bon, si on néglige les effets de tension superficielle. Et donc on va avoir un état de la matière qui sera condensé et désordonné, c'est-à-dire que là, les molécules les constituants vont être animés d'un mouvement aléatoire, et comme les particules se touchent les unes les autres, eh bien on va avoir une distance entre deux chocs consécutifs qui va être de l'ordre de grandeur de la taille des particules qui constituent le liquide. Donc ici, on a un état fluide, donc on a une capacité à s'écouler, condensé et désordonné. Et ici, pour l'état liquide, on va mettre que les entités sont liées faiblement entre elles par des liaisons moléculaires, et elles peuvent se déplacer dans tout le volume occupé par le flux. Pour un gaz, donc ici, on va dire l'agitation thermique l'a emporté sur l'énergie potentielle microscopique d'interaction qui fixe les particules les unes par rapport aux autres. Donc l'idée c'est que les interactions ne sont plus suffisantes pour que le gaz garde un volume propre. Donc la distance entre deux constituants peut varier librement, ce qui fait que des constituants qui sont lâchés dans un certain volume vont finir par envahir tout l'espace disponible. Donc on va avoir des gaz qui ont des capacités à s'écouler, donc fluides, dilués dans la mesure où la distance entre les entités est variable, et désordonnés parce que toutes les entités sont animées d'un mouvement un petit peu chaotique. Donc ici, ce qu'on peut dire sur ce qu'on appelle le libre parcours moyen, c'est que dans les milieux condensés solides ou liquides, on va avoir des libres parcours moyens qui sont de l'ordre de grandeur de la taille des entités. Dans un solide, en gros, on va avoir les constituants du solide qui vont osciller autour de leur position d'équilibre. Dans un liquide, les particules vont se déplacer, subir des collisions, avoir un mouvement désordonné, mais vont globalement subir une collision à chaque fois qu'elles ont parcouru leur propre taille. Dans un gaz, on a un milieu dilué, donc là on peut envisager que la particule parcourt plusieurs centaines de fois sa taille, voire plus, avant de rencontrer une autre particule et de subir une collision. Donc là, on va avoir un libre parcours moyen largement plus élevé. Donc par exemple, on sera à 0,1 micromètre pour un gaz à pression-température ambiante. Donc si on compare 0,1 micromètre au libre parcours moyen pour les phases condensées qui est de l'ordre du nanomètre, on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre d'ordres de grandeur entre les deux. Là on est à 10-9 et là on est à 10-7. Donc on a un facteur 100 ici. Et évidemment, plus on dilue le gaz et plus le libre parcours moyen va être élevé. Donc ici, il faut retenir qu'on va avoir 3 états de la matière, 2 phases condensées, une phase diluée. Et quand on va devoir décrire un système thermodynamique, il va falloir prendre en compte ses spécificités. Donc ici, quand on va décrire l'état d'un système, il va déjà falloir connaître l'état physique, parce qu'on voit que ça va avoir un impact assez fort sur les propriétés que l'on peut remarquer à notre échelle, à l'échelle macroscopique. Alors, pour décrire donc un système thermodynamique, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer déjà par définir ce qu'est la science thermodynamique de manière générale. Donc, ce qu'on appelle thermodynamique, c'est l'étude des transferts d'énergie et de leur sens. Donc, notre objectif, ça va être de décrire l'énergie d'un système et de voir comment celle-ci évolue au cours d'une transformation donnée. Donc, pour cela, on a besoin de connaître les différentes formes d'énergie.
Donc là, on a déjà vu pas mal de formes dans le reste de l'année. On a vu qu'il existait des énergies électriques qui pouvaient être stockées dans des condensateurs ou des bobines, donc sous forme d'énergie électrostatique ou magnétique. On a vu qu'il existait des énergies mécaniques, et les énergies mécaniques peuvent se décliner sous plein de formes différentes. Donc là, on a vu l'énergie cinétique, par exemple, associée au mouvement des corps. On a vu les énergies potentielles, donc énergie potentielle électrique, l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie potentielle gravitationnelle, et j'en oublie. Et bien, tout ceci, au fait, toutes ces formes d'énergie vont, et on a vu aussi un petit peu l'énergie thermique quand on a parlé d'effet Joule en électricité. On a vu que l'énergie électrique était convertie en énergie thermique par une résistance. Donc, derrière tout ceci se cache le fait qu'il existe des transferts d'énergie entre systèmes. Et donc, il existe deux moyens de transférer de l'énergie d'un système à un autre, soit via de la chaleur, soit via du travail. Donc le travail, on l'a étudié en mécanique, on peut aussi l'étudier en électricité. L'idée, c'est que si on met en mouvement des corps à une échelle perceptible, pour l'être humain en gros, on aura fourni un travail. Bon, voilà, c'est un peu l'idée. Donc si vous voulez, un travail, qu'il soit mécanique ou électrique, va être issu de l'application d'une force. Autre moyen que l'on a de transférer de l'énergie, c'est via de la chaleur. Donc là, on a trois possibilités. Soit on a un transfert de chaleur par conduction. Alors conduction, qu'est-ce que ça va signifier? Vous imaginez par exemple une cuillère que vous plongez dans une tasse de café chaude. D'accord? Au départ, il y a juste l'extrémité de la cuillère qui se met à la température du café. Puis au fur et à mesure, si toute la cuillère est métallique, la température de l'extrémité qui était au départ à l'air libre arrive quasiment à celle de la tasse. Et donc, si vous reprenez la cuillère, vous finissez par vous brûler. Ici, c'est un transfert par conduction. C'est-à-dire que l'énergie thermique microscopique, donc l'énergie d'agitation thermique microscopique, va voyager au sein du matériau. Donc là, c'est les électrons libres du métal qui constituent la cuillère qui vont apporter cette agitation thermique microscopique qui augmente d'un bout à l'autre du métal et vont donc augmenter localement la température de celui-ci. Donc ça, c'est de la conduction. Autre mode de transfert d'énergie, la convection. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Si vous mettez un fluide dans un espace suffisamment grand, il va arriver un moment où la densité du fluide va diminuer lorsque sa température augmente. Donc le fluide à plus haute température et moins dense va finir par surnager sur le fluide à plus basse température, plus dense. Et donc à la fin, on verra un mouvement global de fluide qui va se mettre en place, qui va permettre un transfert d'énergie par un mouvement global du milieu. Donc là, on va parler de convection. Dernier type de transfert énergétique possible, le rayonnement. Alors là, bon, vous avez tous été un jour au coin d'un feu de camp ou autre, ou devant une cheminée. Eh bien, faites l'expérience. Entre vous et le feu, mettez un objet, quel qu'il soit. Instantanément, vous allez perdre la sensation de chaleur que vous ressentez en étant face au feu. D'où vient ce phénomène? Eh bien, simplement, le feu émet du rayonnement infrarouge. Ce rayonnement infrarouge, en arrivant sur votre peau, donc c'est des photons, hein, en arrivant sur votre peau, va créer une élévation locale de la température. Si vous mettez un obstacle entre la source d'infrarouge et vous, eh bien, vous coupez cet apport d'énergie extérieure et donc vous empêchez la température locale de votre peau d'augmenter. C'est un transfert par rayonnement, c'est-à-dire qu'ici des photons sont créés qui vont être absorbés par la matière et l'absorption de photons par la matière permet une augmentation locale de la température. Alors, ça c'est ce qu'on appelle la thermodynamique de manière générale, donc l'étude des transferts d'énergie et de leur sens. Pour pouvoir faire de la thermodynamique, première chose qu'il faut définir, il faut définir un système. Qu'est-ce qu'on va étudier? Donc ici, ce qu'on va appeler système thermodynamique, c'est un objet, un ensemble d'objets, qu'on va isoler par la pensée du reste de l'univers. Par exemple, ici, je suis dans mon bureau, je peux me dire, le système que j'ai envie d'étudier, c'est l'air contenu dans le bureau. Eh bien, même si mon bureau communique avec d'autres pièces, je vais isoler le système par la pensée, je vais dire, la porte à ma gauche qui est ouverte, la porte à ma droite qui est ouverte, ces deux portes-là, je considère que c'est les limites du système. Et donc là, je dis que les deux surfaces d'interaction avec l'extérieur
sont les limites de mon système tel que je l'ai défini. Donc à partir de là, il y a trois possibilités. Les systèmes peuvent être soit isolés, s'il n'y a ni échange de matière ni échange d'énergie avec l'extérieur, fermés s'il n'y a pas d'échange de matière avec l'extérieur mais échange d'énergie, et ouverts s'il peut y avoir échange de matière et d'énergie avec l'extérieur. Alors pour essayer de résumer un petit peu tout ceci, un système isolé, qu'est-ce que ça pourrait être? En fait, il faudrait un système contenu dans une enceinte parfaitement hermétique. Bon, donc vous voyez, un système isolé, au fait, c'est une idéalisation de la pensée. C'est un système qui ne va presque pas interagir avec l'extérieur. Système fermé, par exemple, vous enfermez de l'air dans un ballon de baudruche, si vous négligez les fuites, le système est fermé. C'est-à-dire que vous empêchez l'air qui est contenu dans le ballon d'aller vers l'extérieur. Ouvert, tout est possible, c'est-à-dire que les surfaces que vous avez délimitées, les surfaces du système, sont simplement, entre guillemets, des vues de l'esprit. Donc par exemple, je vous ai parlé de l'air contenu dans mon bureau. Eh bien, l'air contenu dans mon bureau, si les portes sont ouvertes, s'il y a une circulation d'air, on voit bien que c'est un système ouvert. C'est-à-dire que le moindre courant d'air va amener de nouvelles molécules d'air et va évacuer des molécules vers l'extérieur qui étaient à une date T contenues dans le bureau. Donc ici, on va voir quelles sont les contraintes qu'on va devoir respecter pour définir un système dit thermodynamique. Donc, pour pouvoir définir un système thermodynamique, il faut qu'il ait une taille minimale et il faut qu'on puisse définir son équilibre thermodynamique. Donc déjà, alors ça c'est une chose, je vais peut-être pas assez insister ici. Donc un système thermodynamique, il faut qu'il ait une taille suffisante en termes de nombre d'entités pour pouvoir définir la température et la pression. Donc en gros, il faut un nombre d'entités qui soit au moins à 10 puissance 7 à peu près particules. En gros, pour que les moyennes, pour que la loi des grands nombres soit applicable. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour pouvoir parler de système thermodynamique, il faut se placer au moins à l'échelle mésoscopique. Alors quel est l'intérêt de se placer à ces échelles-là? Eh bien, on sait que la température, c'est une mesure de l'agitation thermique microscopique, et que la pression, c'est une mesure du nombre de chocs entre entités par unité de temps. Donc ici, si on veut pouvoir définir proprement pour un système la température et la pression, il faut qu'on puisse faire une moyenne de l'énergie cinétique sur un nombre suffisant de particules et une moyenne du nombre de chocs par unité de temps sur un nombre suffisant d'entités aussi. Donc ici, les définitions de pression et de température sont permises par une quantité suffisante d'entités dans le système. Donc ensuite, ce système, si on veut pouvoir définir pression et température, il faut qu'il soit à l'équilibre thermodynamique. Alors, ici je m'explique. Si on veut pouvoir parler de la température d'un système, il ne faut pas que l'on puisse dire un coin de mon système est par exemple à 25 degrés Celsius et un autre à 35 degrés Celsius. Sinon, la température globale ne peut pas être définie. Donc, pour pouvoir définir l'état d'un système, il faut que celui-ci soit à l'équilibre. Alors, ça veut dire que les variables d'état, donc ce qui va permettre de décrire l'état d'un système thermodynamique, doivent être uniformes et constantes. Donc par exemple, la température, la pression doivent être la même en tout point du système. Donc le système doit être à l'équilibre déjà mécanique. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la résultante des forces et des moments s'exerçant sur les parties mobiles du système est nulle. Ça veut dire que la pression P est uniforme et égale à la pression extérieure. Donc vous voyez, ici on a force, moment nul. Pression uniforme, constante. Donc uniforme, ça veut dire la même en tout point, constante, la même pour tout instant, et égale à la pression extérieure. Et donc là, on peut définir l'équilibre mécanique. L'équilibre thermique, ça veut dire que la température va être uniforme, constante,
est égal à la température extérieure si les parois permettent les échanges thermiques. Donc ici, si les parois sont ce qu'on appelle diathermes ou diathermales. Si le système est calorifugé, si les parois sont dites adiabatiques, ça c'est un vocabulaire qu'on va retrouver assez souvent, eh bien cette condition n'a pas lieu d'être. Puis l'équilibre chimique, là, ça veut dire que dans toutes les phases du système, les quantités de matière de tous les constituants sont constantes, c'est-à-dire que le système chimiquement, globalement, n'évolue plus. En gros, ça veut dire que si vous avez par exemple du liquide à l'équilibre avec du gaz, eh bien si une partie du liquide s'évapore, au même instant, la même quantité de gaz repasse sous forme liquide. Donc globalement, on a stabilisé les quantités de matière dans chacune des phases. Donc là, on peut parler d'équilibre thermodynamique. Et donc ça, c'est la condition nécessaire pour pouvoir définir pression, température, etc. Donc ici, on a vu que finalement, pour décrire un système à l'équilibre thermodynamique, on allait avoir besoin de plusieurs grandeurs. Donc dans ces grandeurs, on va avoir deux grandes classes de grandeurs, donc on va appeler des variables d'état. Variable d'état, grandeur susceptible de décrire l'état d'un système. Donc soit on a des grandeurs dites extensives, M, V, N, etc., soit des grandeurs intensives, T, P, ainsi de suite. En fait, la différence entre les deux, c'est que la masse, le volume et N sont tels que si on forme un système S par réunion d'un sous-système S1 et d'un sous-système S2, eh bien, on va avoir la masse totale du système qui vaudra M1 plus M2. Idem pour le volume, idem pour la quantité de matière. Par contre, la température T du système sera a priori différente de T1 plus T2. Ça n'a aucun sens d'additionner les températures. Vous imaginez bien ici que si on dit qu'on a un certain volume d'eau à 20 degrés Celsius et un autre volume d'eau à 10 degrés Celsius, on ne va pas dire que la réunion des deux sous-systèmes nous donne un volume d'eau à 30 degrés Celsius. Ce serait contre-intuitif et même, si on va un petit peu plus loin, idiot. Donc là, si on veut faire quelque chose de sensé, eh bien on réunit les deux sous-systèmes, et donc la réunion des deux sous-systèmes, si les deux peuvent interagir, va nous donner un seul système avec une température à l'équilibre telle que Tec vaut T1 équilibre, vaut T2 équilibre. Donc la réunion des deux sous-systèmes, si elle permet le contact, nous donne égalisation des deux grandeurs. Et a priori, T1ec et T2ec vont être différents des T1 et T2 de départ. Alors, dans l'ordre, maintenant, on va essayer d'étudier les différentes variables d'état susceptibles d'intervenir, et on va essayer de commenter un petit peu ce qui se passe. Alors on commence avec les grandeurs faciles. Donc le volume. Le volume, c'est une grandeur extensive, c'est-à-dire que si on prend deux sous-systèmes S1 et S2, qu'on les réunit, le volume total, ça donnera V1 plus V2, à condition que chaque sous-système garde son volume propre. Et donc ici, pour ce qui est de l'unité SI, on va l'exprimer en mètres cubes, donc 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre. Les unités usuelles que l'on va croiser en chimie notamment, ce sera le litre, avec 1 litre, qui vaut 1 décimètre cube. Donc 10-1 fois 10-1 fois 10-1 mètre cube, 10-3 mètres cubes. Donc retenez ceci, que 1 décimètre cube ou 1 litre, c'est un cube de 10 cm de côté, et c'est un millième de mètre cube. Donc une manière de retenir ceci, c'est en passant aux masses pour l'eau. 1 mètre cube d'eau a une masse de 1 tonne, dans les conditions normales de température et de pression. 1 litre d'eau a une masse de 1 kg. Alors, pour ce qui est des quantités de matière, donc là on sait que l'unité SI, c'est la mole, et on sait que la mole est définie par la constante d'Avogadro. Donc ici on sait que une quantité de matière, ça va être le nombre d'entités divisé par la constante d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre d'entités dans le système divisé par la taille d'un paquet dans lequel on veut ranger les entités.
Alors pour ce qui est de la pression, donc c'est une grandeur intensive qui va traduire le nombre de chocs entre entités par unité de temps. Ici, même chose. Vous imaginez bien que si on prend... alors je vais reprendre l'exemple de l'air contenu dans mon bureau. Imaginons que je coupe par la pensée ce système en deux sous-parties. Vous voyez bien que la masse totale d'air contenu, ça va être la masse dans le sous-système 1 plus la masse dans le sous-système 2. Vous voyez bien que les quantités de matière de dioxygène, ça va être la somme de la quantité de matière dans le premier sous-système et dans le deuxième. Par contre, pour ce qui est de la température, si vous avez, je ne sais pas si on va dire combien il fait dans le bureau là, 20 degrés Celsius. Si vous avez une température de 20 degrés Celsius dans le bureau, ça veut dire que vous avez 20 degrés Celsius dans le sous-système 1, 20 degrés Celsius dans le sous-système 2, et le système global est à la température de 20 degrés Celsius. Eh bien, vous avez la même chose pour la pression. Un bar à gauche, un bar à droite, vous n'avez pas deux barres au total. Vous n'êtes pas en train de vous promener dans une rue avec des barres au sens estaminet. Ici, vous travaillez avec des systèmes physiques, et donc un système avec une pression de 1 bar réuni avec un deuxième système avec une pression de 1 bar va vous donner un système global à la pression de 1 bar. Donc la grandeur ici, pression, est une grandeur intensive. On ne somme pas les pressions quand on réunit des sous-systèmes. Et là, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, cette pression qui traduit un nombre de chocs entre entités par unité de temps va s'exprimer en pascal. 1 pascal au niveau de l'interprétation, c'est 1 newton par mètre carré. Alors ça, d'où est-ce que ça vient? Ça vient du fait que la pression, c'est une force par unité de surface. Donc ici, comment est-ce qu'on va traduire une pression? Si on a un élément de surface ds qui subit une force df, eh bien on va considérer que la pression subie par cette surface, c'est la norme de la force qui s'exerce sur la surface divisée par cette surface elle-même. Donc ici évidemment la force de pression est exercée par le milieu situé du côté opposé au sens de la force, c'est-à-dire que les milieux vont toujours exercer une force de poussée sur les surfaces qui les délimitent. Et donc ici, eh bien, on a pour l'unité SI de pression le pascal, et pour unité usuelle le bar, avec 1 bar, qui vaudra 10 puissance 5 pascal. Alors ça, c'est quelque chose d'assez usuel en chimie. Vous voyez notamment que la pression standard qu'on utilise, c'est la pression de 1 bar, 10 puissance 5 pascal. Donc ici, voilà, la pression, c'est une grandeur qui traduit un nombre de chocs entre entités par unité de temps, et c'est une force par unité de surface. Donc ici, df, vous voyez, on peut le traduire en disant que c'est la pression fois la surface fois le vecteur unitaire qui part du milieu et qui va vers la surface. Donc là, bon, un exemple assez simple, finalement, vous mettez de l'air dans un ballon de baudruche, tout l'air contenu dans le ballon de baudruche va pousser perpendiculairement à la surface, en tout point de cette surface. Donc ce qui donne sa forme au ballon. Alors, autre grandeur, autre variable d'état que l'on peut mesurer, et qui va aider à décrire un système thermodynamique, c'est la température. Donc ici, la température, c'est une grandeur intensive qui mesure l'agitation thermique microscopique d'un système. Donc on sait que l'unité SI, c'est le Kelvin. L'unité usuelle, ce sera le degré Celsius. Et le passage de l'un à l'autre va se faire avec une translation d'échelle. On sait notamment que 0 Kelvin vaut moins 273,15 degrés Celsius. Donc faites attention ici que l'unité SI est le Kelvin. Alors attention aussi à une chose, l'abus de langage, degré Kelvin n'est pas une unité, on dit Kelvin tout court. Alors ici, en gros, si on va un petit peu plus loin sur la température, qu'est-ce que ça signifie? La température, au fait, elle est directement proportionnelle à l'énergie cinétique d'agitation microscopique. Donc,
ici, si on attribue une énergie cinétique moyenne à n'importe quelle particule constituant un système, eh bien cette température sera directement proportionnelle à cette énergie cinétique. Donc plus la température est élevée, plus l'agitation thermique microscopique est élevée. Voilà comment on peut interpréter la température. Et donc, vous vous rappelez de ce qu'on a dit un petit peu avant, en général, quand on augmente la température, on va passer du solide au liquide, puis du liquide au gaz. Eh bien, ce qui est en train de se passer, finalement, c'est que si l'énergie potentielle microscopique reste à peu près stable, l'énergie cinétique microscopique augmente avec la température. Donc, vous imaginez au départ un solide, quand la température est assez basse, les entités sont fixes les unes par rapport aux autres. Et la température, donc l'énergie cinétique, est juste suffisante pour que les entités oscillent autour de leur position d'équilibre. Si on augmente la température, on augmente l'énergie de ces entités, et donc là, à un moment donné, on va dépasser un seuil. Le moment où l'énergie cinétique va devenir plus forte que l'énergie potentielle, les particules vont pouvoir s'éloigner les unes des autres. Alors, elles vont s'éloigner les unes des autres, mais directement croiser une autre particule, rentrer en collision, changer de direction, rentrer en collision, changer de direction, etc. On va avoir un mouvement aléatoire à l'échelle microscopique, on va dire un mouvement brownien, en gros. Et si on augmente encore la température, il va arriver un moment où l'énergie potentielle microscopique ne sera même plus suffisante pour simplement figer la distance moyenne entre deux entités. À ce moment-là, on va transformer le liquide en gaz. Donc voilà un petit peu le scénario et voilà l'interprétation de la température que vous pouvez avoir. C'est une mesure de l'énergie cinétique microscopique. Alors, ensuite, on va essayer de modéliser différents systèmes. Alors, vous savez qu'il y a trois états de la matière. Eh bien, ici, en fonction des états, on ne va pas utiliser du tout les mêmes modèles pour relier les différentes variables d'état. Donc, soit on va avoir des corps condensés, si on a des corps purs, hein, soit on va avoir des gaz. Et donc, en fonction de l'état physique, on va choisir des modèles, des idéalisations qui vont être différentes. Alors, ici, le but du jeu, maintenant qu'on sait quelles sont les grandeurs qui permettent de décrire l'état d'un système, donc on va décrire l'état d'un système avec les quantités de matière, le volume, la température et la pression. Eh bien, on sait maintenant que si on veut pouvoir décrire complètement l'état d'un système, on va essayer de trouver une relation de dépendance entre les variables d'état d'un système. C'est-à-dire, en gros, une fonction de T, P, V et N qui va s'annuler. Donc, quand on parle de corps pur monophasé, on va parler ici d'un système constitué d'une seule entité, corps pur, monophasé sous un seul état, donc soit solide, soit liquide, soit gaz. Et en fonction de l'état physique, eh bien, soit on va utiliser le modèle du gaz parfait pour modéliser les gaz, soit on va utiliser un modèle de phase condensée incompressible et indilatable pour modéliser les solides et les liquides. Donc vous voyez, en gros, on va avoir deux modèles, deux idéalisations qui s'affrontent. Si on veut. Donc une pour les phases condensées, une pour les gaz. Alors pour les gaz parfaits, on a un modèle, enfin pour modéliser les gaz, on a le modèle du gaz parfait, pour être plus précis, qui nécessite deux hypothèses. Un, on a besoin de considérer que les particules sont ponctuelles. Alors ponctuelles, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les dimensions d'une particule sont très petites devant leur libre parcours moyen. Donc là, en gros, on va dire qu'elles sont ponctuelles si la distance entre particules est beaucoup plus élevée que la taille d'une particule elle-même. Donc vous voyez, dans les conditions normales de température et de pression, on a dit que le libre parcours moyen était d'une centaine de diamètres moléculaires, ce qui est déjà 2 ordres de grandeur. On va considérer des particules sans interaction. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la distance entre particules
est très grande devant la distance caractéristique de l'interaction entre particules. Alors, par exemple, on imagine des interactions de Van der Waals à, entre guillemets, faible portée. Donc on va dire à allez, 5 diamètres moléculaires de portée significative. Eh bien, il va falloir à ce moment-là qu'on ait 50 diamètres moléculaires entre deux particules pour qu'une particule ne ressente pas l'influence de sa voisine. Donc, le modèle du gaz parfait nécessite deux hypothèses, des particules ponctuelles et des particules sans interaction. Donc des particules finalement voilà, qui ont des dimensions très petites devant la distance qu'elles parcourent entre deux chocs successifs, et des particules qui sont séparées d'une distance très grande devant leur distance d'interaction caractéristique. À ce moment-là, on peut utiliser pour modéliser un gaz l'équation d'état des gaz parfaits. Donc l'équation d'état des gaz parfaits, ou loi des gaz parfaits, relie la pression, le volume et la température sous la forme PV égale à nRT. Donc là, vous voyez, il existe bien une fonction de NTPV telle qu'il y a annulation. En fait, on va avoir PV moins nRT, qui vaut la fonction de PV, T et N, qui s'annule. Donc ici, on a relié pression, température, volume et quantité de matière. Alors, une constante importante qui va apparaître, alors une fois qu'on aura détaillé les unités, donc pression en pascal, volume en mètres cubes, N en mol, T en Kelvin, et R, la constante d'état des gaz parfaits, qui vaudra 8,314, pascal mètre cube, Kelvin moins 1, mol moins 1. Alors, le pascal mètre cube, c'est une autre unité. On sait que une pression, c'est une force sur une surface, donc sur une longueur au carré. Donc, une pression fois un volume, c'est une force fois une longueur. F sur L carré fois L. Et une force fois une longueur, on sait que c'est une énergie. Et on sait que l'unité SI d'énergie, c'est le joule. Donc ici, pascal mètre cube Kelvin moins 1 mol moins 1 va aussi pouvoir s'exprimer sous la forme joule Kelvin moins 1 mol moins 1. Alors, on va calculer le volume molaire d'un gaz parfait dans les conditions normales de température et de pression. 273,15 Kelvin, 1000 hectopascales. Alors, ici, la loi des gaz parfaits nous dit que le volume molaire, qui vaut le volume sur la quantité de matière, vaut RT sur P. Donc pour calculer le volume molaire, eh bien, il suffit que je réalise l'application numérique sur la formule ci-dessus. Donc ici 8,314 fois 273,15 sur 1000 hectopascales. Hecto, le préfixe signifie 10 puissance 2. Donc 10 puissance 2 fois 1000, 10 puissance 3 fois 10 puissance 2, ça me donne 10 puissance 5. Donc je vais avoir 8,314 fois 273,15 sur 10 puissance 5, ce qui va me donner 2,27 fois 10 moins 2 mètres cubes par mol. Donc 22,7 litres par mol. Donc ça, c'est un ordre de grandeur que vous pouvez garder dans un coin de la tête. Mais il vaut mieux quand même savoir refaire le calcul, c'est pas très très long, et ça sera preuve d'une, entre guillemets, meilleure compréhension. Alors, là, on a vu comment modéliser les gaz. On sait maintenant que si on veut modéliser un système sous forme de gaz, on va utiliser la loi des gaz parfaits. Alors pour cela, il faudra évidemment vérifier certaines conditions. Et plus ces conditions seront bien vérifiées, meilleure sera la modélisation par cette équation. Évidemment, si le gaz est un peu trop condensé, on va avoir des problèmes. S'il y a un petit peu trop de collision entre particules, on va avoir des problèmes. Donc ici, on peut déjà se douter que plus la pression sera élevée, plus ce modèle sera pris en défaut pour une température donnée. Voilà, on peut s'y attendre.
Parce que augmenter la pression, ça veut dire augmenter le nombre de chocs. Or, on est en train de parler de particules qui sont sans interaction. Alors, autre modèle que l'on va utiliser très souvent, c'est le modèle de la phase condensée incompressible et indilatable. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Phase condensée incompressible, ça signifie que le volume est indépendant de la pression. Indilatable, que le volume est indépendant de la température. Et donc là, en gros, les phases condensées idéales, incompressibles, indilatables, sont des phases condensées dont le volume ne va pas varier sous l'effet de variation de pression ou de température, ou en tout cas suffisamment peu pour qu'on puisse appliquer ce modèle. Donc là, évidemment, il faut faire attention. Ce qui est appliqué ici, c'est un modèle, comme le modèle des gaz parfaits. Et donc les hypothèses à vérifier, c'est que les variations de pression et les variations de température vont provoquer des variations de volume suffisamment faibles pour qu'on puisse en première approche les négliger. Alors à ce moment-là, on va avoir une équation d'état relativement simple, dans la mesure où on va dire que le volume d'une phase condensée vaut la quantité de matière fois le volume molaire de cette phase condensée. Tout simplement. Autrement dit, le volume molaire ici qui sera en première approche indépendant de T et P. Donc là, par rapport à la fonction qu'on avait précédemment, f de PVTN égale 0, bah ici on voit que finalement on a juste une fonction du volume et de la quantité de matière qui va s'annuler. P et T n'interviennent pas ici. Et donc là on va se permettre de calculer le volume molaire de l'eau liquide. Alors le volume molaire pour une phase condensée, comment est-ce qu'on va le calculer? Ben, on sait que la masse volumique de l'eau liquide c'est la masse d'un certain système sur le volume. Donc c'est la quantité de matière fois la masse molaire sur le volume. De là, on déduit que le volume molaire, donc V sur N qui vaut Vm, ce sera la masse molaire sur la masse volumique. Donc masse molaire sur masse volumique, il va bien rester une masse sur une quantité de matière qu'on divise par une masse sur un volume. Le volume remonte au numérateur. Ça fait bien un volume sur une quantité de matière. Donc on réalise l'application numérique. Et ici, on va obtenir Vm qui va valoir 1,8 fois 10-5 mètres cubes mol moins 1. Alors, le volume qu'on obtient ici, c'est un volume molaire typique des phases condensées. Alors, on va expliquer ce que je viens de dire par là. Au fait, si vous regardez attentivement le volume molaire d'un gaz, autrement dit d'une phase diluée, vous voyez que vous avez ici 10-2 mètres cubes par mol. Ici, vous avez 10-5 mètres cubes par mol. Donc, vous allez avoir ici un liquide, donc une phase condensée, qui a un volume molaire 1000 fois plus important que celui d'un gaz. Donc retenez ceci, c'est que vous allez avoir un rapport de l'ordre de 1000 entre les volumes molaires des gaz, des phases diluées, et les volumes molaires des phases condensées. Donc si vous avez ce rapport 1000 ici, entre les volumes molaires, bah, vous aurez aussi un rapport de l'ordre de 1000 entre les masses volumiques. Bon, ça reste un ordre de grandeur, ça reste une première approche, sachant que les volumes molaires des gaz peuvent varier en fonction de la température, etc. Mais au moins ça vous donne un ordre de grandeur. C'est-à-dire que si vous avez 1000 kg pour 1 mètre cube d'eau, vous allez avoir 1 kg pour 1 mètre cube d'air, à peu près. Donc retenez ce facteur 1000 en première approche, ça vous donne déjà de bonnes idées de ce qui se passe. Alors, maintenant qu'on a fini ceci, on va pouvoir commencer à discuter des modèles qui permettent de prendre en compte donc, les spécificités des gaz parfaits ou des phases condensées idéales. Alors, pour pouvoir discuter de la validité des modèles, on va utiliser les diagrammes de Clapeyron. Donc ici, les diagrammes de Clapeyron, c'est une représentation de la pression P en fonction du volume massique petit v. Donc le volume massique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement
le volume du système sur sa masse. Donc une grandeur ici qui sera intensive en tant que rapport de deux grandeurs extensives. Alors, le diagramme de Clapeyron d'un gaz parfait et d'une phase condensée idéale, on va commencer par essayer déjà d'établir les équations. Donc les équations des courbes représentatives de P en fonction de V pour un gaz parfait, pour une phase condensée idéale. Alors, pour un gaz parfait, ça va être assez facile. On part de la loi des gaz parfaits, donc qui nous dit PV égale nRT. Nous, on veut P en fonction de petit v. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va passer ici à l'inverse et on va essayer de faire intervenir le volume massique. Donc, on aura P qui vaudra nRT sur V. Donc, si je veux faire intervenir le volume massique, je vais multiplier en haut et en bas par M. Donc, je vais avoir N sur M fois M sur V fois RT. N sur M, je sais ce que c'est l'inverse de la masse molaire. Donc ici, je vais obtenir RT sur la masse molaire fois M sur V, qui vaut 1 sur le volume massique. Donc finalement, l'équation pour un gaz parfait de la courbe représentative de P en fonction du volume massique, ce sera RT sur M fois 1 sur V. Alors ici, en termes de représentation, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais simplement avoir une représentation sous forme d'hyperbole. En effet, je vais constater que P, j'ai une dépendance en 1 sur la variable, et je vais avoir P qui tend vers 0 quand V tend vers plus l'infini, et P qui tend vers plus l'infini quand V tend vers 0. Pour une phase condensée idéale, alors là ça va être assez simple aussi, je vais utiliser l'équation d'état de la phase condensée idéale. Donc ici, le fait que le volume d'une phase condensée idéale vaut la quantité de matière fois le volume molaire de cette phase. Alors ici, attention à une chose, Vm ici dépend du solide ou du liquide, donc dépend de la composition du système. Je ne l'ai pas précisé avant, je le reprécise ici. Donc, au final, on va avoir petit v qui vaut Vm0 sur grand M. Donc le volume, finalement, le volume molaire et le volume massique vont être constants. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Si le volume molaire ou massique est constant, je vais avoir la pression qui est indépendante de petit v. Donc, toutes les valeurs de pression sont envisageables pour un V donné. Alors ça, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, si toutes les valeurs de pression sont envisageables pour un volume petit v donné, eh bien, ça veut dire que si je fixe petit v, ici, sur une valeur donnée, je peux faire varier P librement. Je vais avoir des verticales. Donc, des droites verticales vont représenter P égale F de V pour une phase condensée idéale. Pour un gaz parfait, ce sera des hyperboles. Donc là, si on représente l'allure rapidement, hop, P égale F de V, on va avoir quelque chose comme ceci.
Donc, finalement, eh bien, je vois que j'ai deux classes de courbes assez différentes. Et je vais essayer maintenant de voir ce qui se passe en réel. Donc pour cela, je vais m'intéresser au diagramme de Clapeyron. Alors, un diagramme de Clapeyron, comment est-ce qu'il est tracé? Il est tracé à partir des isothermes d'Andrews. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ceci? Eh bien, ça signifie que on va tracer, on va faire évoluer un système qu'on va placer dans un piston, d'accord? Donc là, on imagine le système, on place un piston au-dessus, hop, et on fixe une température T grâce à un grand thermostat à l'extérieur qui va échanger thermiquement avec le système qui est ici. Et puis au fur et à mesure, alors on part au départ d'un taux de compression assez élevé, au fur et à mesure on tire sur le piston. En tirant sur le piston, on fait baisser progressivement la pression. Donc si on part d'un solide, par exemple, et qu'on reste à une température donnée, eh bien le solide va progressivement voir sa pression décroître jusqu'à un stade où on va réussir à former eh bien, une autre phase. Alors soit on forme du liquide et on a un équilibre solide-liquide, soit on forme directement du gaz. Alors ça, d'où est-ce que ça vient? Eh bien ça vient des diagrammes PT. On en reparlera un petit peu plus tard, mais j'en glisse déjà un mot ici. Donc on rappelle ce qu'on avait vu là-dessus. Un point triple, un point critique, les domaines d'existence du gaz, du solide et du liquide. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est que si je suis une isotherme à une température T donnée, bah, j'ai plusieurs scénarios possibles. Donc si j'ai T inférieur à la température du point triple, je vais me situer dans la zone ici, où je passe directement du solide au gaz. Et donc le fait de faire baisser la pression va créer à un moment donné une transformation progressive du solide en gaz à la température T, alors ici on peut dire T1 par exemple, si je regarde la courbe 1. Donc je vais avoir le solide qui voit sa pression baisser, jusqu'au moment où j'atteins la pression de changement d'état, P1. À cette pression P1, toujours à la température T1, je transforme progressivement le solide en gaz, et quand j'ai fini de transformer totalement le solide en gaz, eh bien, la transformation se termine avec une baisse de pression du gaz. Si maintenant je pars sur une température comprise entre celle du point triple et du point critique. Donc ici, je sais que j'ai une sorte de fermeture dans le domaine du solide un peu plus haut. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Je pars dans le domaine du solide, donc sur des valeurs de pression assez élevées. Je fais baisser la pression. Lorsque j'atteins la pression P2, je commence à transformer progressivement le solide en liquide. Et lorsque je quitte la pression P2, tout le système est passé sous forme liquide. La pression baisse alors encore jusqu'à la valeur P'2. Et à la valeur P'2, eh bien c'est tout le liquide qui va passer sous forme de gaz, toujours à la température T2. Une fois la transformation finie, le gaz va voir sa pression continuer à baisser. On suit l'autre logique sur une troisième courbe. La courbe où on passe par le point critique. Donc le point critique, on part dans le domaine du solide, pareil, on a toujours la fermeture ici. Le solide se transforme progressivement en liquide à une pression P3, puis le liquide voit sa température décroître jusqu'à ce qu'il y ait passage par le point critique. Au point critique, il y a inflexion de la courbe représentative de P en fonction de V. Et puis au-delà, eh bien, la pression du gaz continue à décroître.
Et donc quand on commence à aller un petit peu plus haut, et bien là on est coincé dans l'état fluide supercritique. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, on peut dire finalement que le diagramme dit de Clapeyron nous permet de délimiter sur un diagramme PV les domaines, alors ici c'est un petit vert, les domaines d'existence du fluide supercritique, du gaz, les domaines de coexistence du liquide et du gaz, du solide et du gaz, du solide et du liquide, et du solide seul. Et on voit une chose, on voit que eh bien, les droites représentatives de P en fonction de V sont assez pentues dans le domaine du solide et du liquide, et on voit que dans le domaine du gaz, on va avoir des droites qui vont correspondre à des hyperboles quand on atteint les domaines de fort volume et de faible pression. Alors là, c'est un diagramme qui n'est pas à l'échelle, donc on va essayer de faire le commentaire sur un cas un petit peu plus à l'échelle. Donc, le diagramme de l'hexafluorure de soufre SF6. Alors ici, qu'est-ce qu'on constate au premier coup d'œil? On constate que, alors là, vous voyez, on a juste le liquide et le gaz qui sont étudiés. On voit que dans le domaine du liquide, les isothermes sont verticales. Allez, on va dire quasi verticales. Là, tout l'amas de courbes ici, c'est un ensemble de droites quasiment verticales. Ici. Donc, ici, le fait que dans le domaine du liquide, on ait des droites quasi verticales, eh bien, ça nous donne une bonne validité du modèle de la phase condensée idéale. Alors je note phi pour phase, hein, pour aller un petit peu plus vite. Alors, ici, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que les variations de pression ne déstabilisent pas V. En gros, vous voyez, vous fixez une valeur de volume ici, hop, bien vous constatez que la plage de variation du volume, tant qu'on est dans l'état liquide, est très très faible. Tu vois, quand on passe, alors ici, quand on passe de 5 degrés Celsius à 55 degrés Celsius, on fait varier le volume massique ici uniquement sur cette plage de données. Alors, si on regarde maintenant ce qui se passe dans le domaine d'existence du gaz, bien là on constate que plus on est dans cette zone, plus on va avoir une représentation qui s'approche de celle d'une hyperbole. Donc plus le volume augmente et la pression diminue, plus la modélisation de P égale F de petit v par une hyperbole est valide. Donc ici, on va avoir une bonne validité du modèle du gaz parfait dans cette zone. Validité avec un T. Et donc, si on veut aller un petit peu plus loin, on regarde les courbes suivantes. Et là, qu'est-ce qu'on va constater? Ben, on a le gaz réel qui est représenté en trait plein. À la même température, l'isotherme du gaz parfait, donc ici, l'hyperbole qui est représentée en pointillé, eh bien, on constate que 1. Plus la température augmente, donc ici on a T3 supérieur à T2 supérieur à T1 supérieur à Tc, donc plus la température augmente, plus la validité du modèle du gaz parfait est forte.
Donc là, quand on compare les différentes isothermes possibles, deuxième chose que l'on remarque, c'est que plus le volume augmente et P diminue à une température donnée, plus la validité du modèle du gaz parfait augmente. Alors, d'où vient ce constat? C'est assez simple ici. Ça vient du fait que le modèle du gaz parfait, c'est un modèle de particules ponctuelles et sans interaction. Donc, les particules ponctuelles, évidemment, plus le volume augmente, plus la validité de cette hypothèse augmente. Elles seront d'autant plus facilement considérables comme des particules ponctuelles qu'on leur laisse de la place, et donc qu'on va imposer une distance énorme entre deux particules. Si on augmente la température, alors là, qu'est-ce qu'on va augmenter? On va augmenter la validité simplement parce qu'on augmente le ratio de l'énergie cinétique sur l'énergie potentielle. Une augmentation de température augmente au fait l'énergie cinétique d'agitation microscopique. Donc là, ce qui va se passer, c'est que finalement, on va rendre l'énergie potentielle d'interaction entre particules de plus en plus faible devant l'énergie cinétique, et donc des particules continueront sur leur lancée d'autant mieux qu'elles ont acquis une énorme énergie cinétique. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que l'énergie cinétique microscopique va favoriser ces valeurs devant celles de l'énergie potentielle d'interaction microscopique. Et donc si la pression diminue, la validité augmente, parce que le nombre de chocs diminue. Donc vous voyez, c'est relativement intuitif ici. Pourquoi est-ce que le modèle du gaz parfait est bien vérifié? Quand on augmente le volume et qu'on baisse la pression à une température donnée, c'est parce que on va valider d'autant mieux le modèle de particules ponctuelles sans interaction. Alors, pour discuter du modèle du gaz parfait, il existe un autre type de diagramme, les diagrammes d'Amagat. Donc ici, c'est la représentation du produit PVM en fonction de la pression. Ici, c'est utile uniquement pour les gaz. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Si on part de la loi des gaz parfaits, on constate que PV vaut N fois R fois T. En divisant par petit n, on va constater que PVM vaut R fois T. Donc pour un gaz parfait, le produit PVM est constant à une température donnée. Donc ça, quel impact est-ce que ça va avoir? Ça veut dire que si vous tracez le produit PV à une température donnée, ce sera une horizontale pour un gaz parfait. Alors on voit sur les courbes expérimentales que ça n'est pas vraiment le cas. Donc ici, on peut dire, voilà, en gros que si on a une transformation isotherme, le produit R fois T sera constant, donc PVM aussi. Alors, ça n'est pas vraiment le cas. Vous voyez notamment le diagramme du dioxyde de carbone qui montre ici des comportements assez éloignés de la loi énoncée précédemment. Donc ça, on va essayer de l'expliquer un petit peu. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer si P diminue? Donc on voit que si P diminue, on se rapproche à chaque fois finalement du comportement d'un gaz parfait. Donc si la pression diminue, au fait c'est le nombre de chocs qui diminue. Donc la validité du modèle du gaz parfait augmente. Autre chose, on voit ici que
en fonction de la température, l'allure des courbes représentatives de PVM en fonction de P varie fortement. Ici, on constate aussi que plus la température augmente, plus la validité du modèle du gaz parfait augmente. Et là, c'est encore la même chose que précédemment. C'est une question de rapport de l'énergie cinétique microscopique sur l'énergie potentielle microscopique de liaison entre les molécules. Plus l'énergie cinétique microscopique est élevée, moins l'énergie potentielle d'interaction microscopique aura d'impact sur le mouvement des particules. Et donc plus on pourra considérer que les particules sont libres. Donc ici ensuite, ce qui va se passer, eh bien, c'est que l'allure des courbes va dépendre de la nature même des molécules. C'est-à-dire que les molécules vont interagir entre elles, les molécules constituant les gaz, par des interactions de Van der Waals, de type Kizom de By-London, et en fonction de leur force et de leurs propriétés, eh bien, la manière dont les chocs vont se dérouler ne va pas forcément être toujours la même. Et donc l'écart à la loi des gaz parfaits sera parfois un écart positif, parfois un écart négatif. En fait, en gros, si vous tracez une horizontale, voilà, l'écart ne sera pas le même en fonction de la valeur de la pression. Et donc ça va dépendre foncièrement, vous voyez, même chose ici, hein. Là vous allez avoir un écart négatif à la loi, ici un écart positif à la loi. Donc ça, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, ça vient vraiment des interactions microscopiques. Donc interactions de Van der Waals qui en gros vont à un certain moment donner des collisions où les particules vont rester, on va dire, un petit peu groupées entre elles pendant un court instant. Et donc si ces particules arrivent à se lier plus ou moins entre elles, eh bien ce qui va se passer, c'est que la pression à ce moment-là va augmenter, parce qu'on va considérer en gros qu'on augmente un peu le nombre de chocs. Voilà. Et même chose, on va dire, si, comment on va dire ça proprement, si le volume des particules ne peut pas être négligé, d'accord? À ce moment-là, on va considérer, si on veut, qu'on est obligé, dans le calcul du volume pris par le gaz, de prendre en compte le volume propre associé à chaque particule. Chaque particule, en gros, il faut imaginer qu'elle a une sphère d'influence, une sphère au sein de laquelle, si notre particule rentre, elle va ressentir une attraction associée à la première particule. Donc tant que la sphère d'influence est très petite devant la distance entre particules, on peut considérer que le modèle de particules sans interaction est valide. Si la distance entre particules devient voisine de la taille d'une sphère d'influence, eh bien on va avoir des interactions qui vont jouer entre les différentes particules. Autre chose qui va avoir un impact aussi, c'est le volume propre des entités. Si on commence à essayer de compacter un petit peu trop le gaz, évidemment, on ne pourra plus dire que les particules sont ponctuelles. On devra considérer la place prise individuellement par chaque particule. Et donc ça aussi, ça va modifier eh bien, la relation entre le produit PV ou PVM et P. Donc là, on ne va pas trop rentrer dans le détail pour une bonne et simple raison, c'est que les équations qui sont derrière ceci ne sont absolument plus au programme. Donc là, il faut simplement être capable de dire que quand on regarde un diagramme d'Amagat, en gros, le moment où il y a accord entre la loi des gaz parfaits et le comportement du gaz réel, c'est le moment où la pression est la plus basse. Et si on compare à différentes valeurs de température, on constate aussi que l'accord est d'autant meilleur que la température est élevée. Donc ça, c'est les deux grands constats que l'on peut faire. Donc, ceci clôture une première vidéo un peu longue d'introduction. Donc si on résume ce qu'on a vu. Alors, je sais, c'est un peu long, donc c'est pour ça que je fais un petit résumé. On a vu ce qu'était la thermodynamique. Donc c'est l'étude des transferts énergétiques entre systèmes. Pour faire de la thermodynamique, on a besoin de décrire des systèmes. Ces systèmes sont des systèmes de grande taille, ce qui nous permet de définir proprement pression et température pour un système global. Pour pouvoir parler de pression et de température pour un seul et unique système,
il faut que ce système soit à l'équilibre, c'est-à-dire qu'en tout point, les valeurs de pression et température soient les mêmes. Donc équilibre thermodynamique, ça veut dire équilibre mécanique, thermique, chimique. Pour modéliser un système thermodynamique, il faut prendre en compte son état microscopique. Donc c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les interactions qui ont lieu entre entités. Si le système est dilué, c'est-à-dire se comporte comme un gaz, on va appliquer le modèle du gaz parfait, tout en étant conscient que ce n'est pas un modèle idéal du tout. On a vu qu'il y avait des écarts qui existaient. Si le système est sous forme de phase condensée, solide ou liquide, on va utiliser le modèle de la phase condensée idéale. Une phase condensée dont le volume ne varie pas sous des effets de variation de pression ou de température. Là encore, le modèle n'est pas parfait. Si le modèle était parfait, sur les diagrammes de Clapeyron, on aurait des verticales pures, ce qui n'est pas le cas. Donc, on sait que l'on va utiliser des modèles imparfaits, mais des modèles qui vont quand même, en première approche, nous permettre d'obtenir des expressions de l'énergie globale d'un système thermodynamique, c'est-à-dire qui contient au moins 10 millions d'entités. Et donc, les systèmes thermodynamiques, dernière chose, sont des systèmes qui n'ont de sens, qui ne peuvent être définis qu'à partir de l'échelle mésoscopique. Donc la première échelle, la plus petite échelle, qui va nous permettre de travailler avec des systèmes de taille suffisante. Alors, on retient aussi une dernière chose. On a dit qu'il fallait, pour pouvoir parler de température et de pression, qu'un système global soit à l'équilibre thermodynamique. Il faut savoir que ça n'arrive jamais, c'est une idéalisation. Par contre, il y a quelque chose qui peut suffire pour définir proprement un système thermodynamique, c'est l'équilibre thermodynamique local. Alors ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si j'ai un système énorme hors équilibre, je peux le couper en plein de petits systèmes mésoscopiques, justement, d'où l'intérêt de cette échelle, qui, eux, chacun localement, sont à l'équilibre thermodynamique. C'est-à-dire que localement, on va pouvoir définir en un point une pression, une température, et donc le petit volume autour de ce point, qui a une taille de l'ordre du micromètre cube, eh bien on peut lui associer une pression, une température. Et donc c'est très souvent cette astuce-là qui va nous permettre de faire de la thermodynamique, c'est le fait que les systèmes mésoscopiques qui vont subdiviser un système plus grand vont être chacun à un état très proche de l'équilibre thermodynamique. Et donc on va parler d'équilibre thermodynamique local et on va pouvoir travailler avec des grandeurs qui ne sont normalement définies qu'à l'équilibre au sens strict. Donc vous voyez, encore une fois, en physique, on a une question de modélisation et d'idéalisation qui est derrière. Quand on est en mécanique, on a besoin d'un référentiel galiléen pour appliquer les lois de Newton. Or, ce référentiel est un objet idéal, n'existe pas. Et bien ici, en thermodynamique, on a besoin d'un système à l'équilibre thermodynamique pour définir proprement pression et température. Or, l'équilibre thermodynamique pur n'existe pas. Donc, on ruse un petit peu. Et de la même manière qu'en mécanique, on dit finalement le référentiel est galiléen sur la durée de l'expérience, ici on va dire les sous-systèmes sont à l'équilibre thermodynamique tant que leur taille n'est pas trop importante. Et on va souvent travailler de cette manière. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je vous annonce la suite au prochain épisode. Merci de votre écoute.